Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. En 1944, les Japonais disent d'ores et déjà au revoir à la moitié de leur stock. Les voilà maintenant dans une position critique. Des tactiques ingénieuses sont mises en place par la marine et l'aviation impériale, mais c'est pas suffisant. Des sous-marins sont chargés de transporter le pétrole à la place des tankers, mais les avions américains les repèrent facilement et les canardent sans aucune hésitation. Puis évidemment, ils en transportent moins que dans les tankers. Du côté de l'armée de l'air, c'est tout aussi dramatique. Les avions n'ont plus assez de carburant pour effectuer des vols complets. Ils ne peuvent donc plus espérer atterrir une fois qu'ils ont décollé. Eh bien, c'est une des raisons, pas la seule, mais une des raisons qui fait que pendant l'été 1944 sont créés les fameux escadrons de kamikazes. Les pilotes de ces escadrons, souvent des jeunes plus ou moins volontaires, on va dire engagés volontaires de force, disposent d'une formation rudimentaire au cours de laquelle ils n'apprennent qu'à décoller et à diriger leur avion afin de l'écraser contre un appareil ennemi. Heureusement, la pratique est de courte durée. Bien vite, les Japonais abandonnent Bornéo, dont les eaux sont truffées de mines déposées par les Alliés. Ils disent à nouveau au revoir à son pétrole. L'aviation japonaise va être rapidement clouée au sol. Dès lors, les États-Unis envoient ses forces bombarder les villes nippones construites en bois à coups de bombes incendiaires. Ces armes de phosphore et de napalm, déjà, immolent des centaines de milliers de citoyens habitant dans les grandes villes. Tokyo, Yokohama, Osaka, Kobe, Kawasaki, presque aucune n'est épargnée. Un drame bien plus meurtrier finalement que les attaques à la bombe atomique que vont connaître l'année suivante, Hiroshima et Nagasaki. Le 2 septembre 1945, le Japon capitule enfin. Un célèbre quotidien nippon commente alors « Ce fut une guerre commencée dans un combat pour le pétrole et achevée par le manque de pétrole ». Ça résume parfaitement cette émission. Mais qu'en est-il maintenant du Troisième Reich ? Le 22 juin 1941, le Führer déclenche, vous savez, l'opération Barbarossa, c'est-à-dire l'avancée des troupes germaniques sur le territoire soviétique pour prendre possession de quoi ? Des champs pétroliers du Caucase. Sauf que comme Napoléon, au siècle dernier, les troupes hitlériennes ne sont pas préparées au froid glacial des immenses steppes russes. Les routes sont impraticables pour les camions et les tanks, souvent immobilisés d'ailleurs par le gel. Les réservoirs sont vite remplis d'une glace noire, alors que le carburant durcit sous le froid et les moteurs doivent tourner, écoutez bien, jour et nuit pour ne pas geler eux-mêmes. C'est assez incroyable. Très vite, l'armée allemande est à court de carburant, évidemment, à ce rythme-là. Elle parvient tout de même à récupérer une petite partie des champs de pétrole de Maïkop, mais manque de chance, les soviétiques avaient pris soin de bétonner les puits avant de se retirer de la zone. L'opération Barbarossa est un échec, vous le savez. L'Allemagne n'a tout simplement pas assez de pétrole pour prendre possession du pétrole qu'elle convoite. C'est quand même ironique. Surtout que, depuis les années 40, le pétrole de Roumanie, première source, comme je vous disais, de carburant du Troisième Reich, est en déclin. Malgré toutes les tentatives infructueuses des ingénieurs allemands, le cours naturel des choses ne peut pas être inversé. Les quantités d'or noir extraites des champs roumains sont donc déjà bien limitées quand la Royal Air Force lâche des milliers de mines flottantes dans le Danube et ralentit encore plus considérablement l'acheminement du pétrole vers l'Allemagne. Dans la foulée, en mai 1944, l'aviation américaine dispose enfin des ressources nécessaires au bombardement des usines allemandes de carburant synthétique. Le talon d'Achille de l'Allemagne est touché. La Royal Air Force s'acharne et multiplie les bombardements. En tout, au cours de la guerre, 1 300 000 tonnes de bombes sont spécifiquement larguées sur les usines des carburants germaniques, soit 1/10 du nombre total de bombes déployées par les Alliés sur le Troisième Reich. La production quotidienne allemande passe de 30 000 à 2 000 barils de brut en 6 mois. En ultime recours, Hitler décide d'exploiter les prisonniers des camps de concentration. Les déportés vont travailler dans des conditions encore plus atroces que d'habitude, sous la constante menace d'une explosion, d'un incendie, d'une fuite de gaz mortel. En plus, leur travail est rythmé à coups de fouet, bien sûr. Primo Levi, qui est survivant d'Auschwitz, écrit ces lignes « Cet énorme enchevêtrement d'acier, de béton, de boue et de fumée est la négation de la beauté. À l'intérieur de ses limites, pas un brin d'herbe ne pousse, et le sol est imprégné des sèves empoisonnées du charbon et du pétrole, et la seule chose vivante sont les machines et les esclaves, les premiers étant plus vivants que les derniers. » C'est finalement 120 000 travailleurs qui vont être mobilisés de force par le Troisième Reich pour produire à la main le carburant que l'armée allemande réclame désespérément.
Et ça ne suffit évidemment pas à compenser le déficit de pétrole du pays. Les troupes anglo-saxonnes, elles, sont prêtes à bondir. Le Petroleum Warfare Department a installé en 1942 un pipeline sous-marin à travers la Manche qui, lors du débarquement de Normandie en juin 1944, permet d'acheminer jusqu'en France les 2 millions de barils de pétrole préalablement préparés en vue de ce jour. En face, la différence est flagrante. À cause du manque de ressources énergétiques de l'armée allemande, son repli doit souvent s'effectuer à pied ou à vélo. Les Alliés, pourtant, sont quand même pas à l'abri de soucis techniques. Leur ligne de ravitaillement sur le sol français finit par leur faire défaut, tant et si bien que le 16 décembre 1944, le Reich est quand même en mesure d'engager sa grande contre-attaque sur les Ardennes. L'offensive est toutefois de courte durée. Hitler a promis 2000 avions en renfort, mais faute de carburant, il n'en a que 300. Ironie du sort, comme pendant la Grande Guerre, la défaite allemande pendant la bataille des Ardennes n'a pas tenu à grand-chose. Le 18 décembre, alors que le lieutenant-colonel Joachim Peiper et ses troupes s'approchent dangereusement d'un dépôt de carburant allié, les Américains brûlent en catastrophe 1 demi-million de litres d'essence. Dissuadé d'avancer par le gigantesque mur de feu qui se dresse devant lui, le lieutenant-colonel Peiper ne pousse pas ses chars plus loin. Mais s'il avait su, à seulement 500 mètres, ces 9 millions de litres de carburant qui attendaient tranquillement dans leur dépôt d'être utilisés. Une telle quantité de pétrole aurait sans aucun doute profité aux soldats allemands et aurait pu même renverser l'issue de la bataille. Le 30 avril 1945, l'armée rouge, vous le savez, atteint Berlin. Il reste alors au Troisième Reich assez de carburant, si j'ose dire, pour immoler les corps d'Hitler et de sa femme, Eva Braun, à l'intérieur d'un cratère de bombes, avant qu'ils ne connaissent le même sort que la dépouille de Mussolini, à savoir pendu par les pieds et arboré dans une station-service de Milan. Et oui, la symbolique est assez forte, je trouve. C'est bien le manque de pétrole qui va tuer les rêves impérialistes et eugénistes d'Hitler et de Mussolini. Si le mouvement eugéniste justement des années 30 et la collaboration des majors américaines avec IG Farben ont commencé par donner des ailes au parti nazi allemand, lui faisant miroiter des possibilités de grandeur et de pouvoir, la réalité a vite rattrapé le rêve hitlérien, vous le savez. Tout comme le Japon, l'Allemagne s'est laissée aller à espérer rattraper son retard énergétique sans pour autant prendre en compte la facilité avec laquelle les anglo-saxons peuvent, encore une fois, disposer de ressources pétrolières. Il s'agissait presque finalement pour eux d'un pari perdu d'avance qu'ils ont pourtant tenté, mais qui a engendré quelques millions de morts quand même au passage. Finalement, au cours de ces quelques années funestes, c'est bien le pétrole qui a quand même finalement tiré les ficelles. Les allégeances changeantes de l'industrie pétrolière ont effectivement façonné l'avancée puis le déclin du Troisième Reich à travers le monde et ont assuré la supériorité des armées alliées sur les nations japonaises et italiennes. Force est de constater, l'or noir est peut-être, que ça plaise ou non, la première source motrice de l'histoire, et c'est elle qui dirige le monde depuis plus d'un siècle. C'est ce qui explique en partie la lutte contre les autres carburants comme l'électrique ou l'hydrogène. Les intérêts ne sont pas qu'économiques, ils sont géostratégiques. Et alors qu'en est-il du nucléaire ? Eh bien justement, c'est l'un des prochains grands dossiers sur lesquels nous allons nous attaquer. Ainsi va le monde. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.